Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, la BDiste Val Bleu est en studio. Le projet Saint-Laurent fait briller les artistes de la relève. Rosalie Desgagnés et Jannick Deslauriers exposées au MAGE. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Ce soir à l'émission, on reçoit Val Bleu, une BDiste et artiste multidisciplinaire. Elle est passionnée par les histoires tirées de son imaginaire, mais qui offrent une base historique ou abordant des sujets d'actualité. Les BD qui divertissent, mais qui portent à la réflexion. Elle vient nous parler de sa dernière BD sortie en 2024 qui s'appelle La Papillonnie. Bonsoir, Val Bleu. Bonsoir. Je vais juste spécifier que c'est Valérie de son prénom, mais je vais t'appeler Val Bleu puisque c'est ton nom d'artiste et de BDiste. Puis je vais montrer aux gens BD pour adultes. Ouais. Quand même, il y en a pas tant. C'est ce qu'on se disait avant d'entrer en ondes. C'est quand même un petit réservoir. Ben, il y a quand même une grande richesse de BD québécoises pour adultes qui existe. Ce que je disais, c'est qu'il y a peut-être pas beaucoup de maisons d'édition au Québec parce que, forcément, c'est plus petit qu'en France ou en Belgique, là, mais il y a quand même une très grande richesse dans ce qui se publie de nos jours. Puis, il y a quand même une belle variété. En tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant parce que tu as une BD, La Papillonnie, qui est donc ton plus récent, qui parle de sujets qui, honnêtement, là, c'est vraiment très près de la réalité politique mondiale qu'on vit actuellement. Oui, la politique se rapproche de plus en plus de La Papillonnie. Ah, mon Dieu, c'est quand même particulier. On pourra se reparler de l'histoire un petit peu plus tard, mais je voulais présenter aussi Quendur. Oui. Celui-là aussi se retrouve aux éditions Mécanique Générale. Et donc, ces deux BD-là sont très différentes. Oui. Les styles sont différents aussi. Tu as étudié en arts visuels, tu as étudié en cinéma, en littérature. Qu'est-ce qui a fait que tu as accroché à la BD? Dans le fond, c'est ça, j'ai toujours aimé les arts en général, pratiquer. J'ai écrit beaucoup. Quand j'étais plus jeune, mon but, c'était d'écrire un roman, tout ça. J'ai fait beaucoup de peinture, de sculpture. Puis, je me suis rendu compte que la BD, c'était vraiment ce qui me permettait de combiner toutes mes passions en même temps. Je trouvais que si j'allais vers le cinéma, j'avais peut-être pas toujours autant envie de travailler avec les grosses équipes que le cinéma demande ou d'attendre avec... tu sais, ça prend quand même beaucoup de budget pour le cinéma. Donc, en BD, c'est quand même plus facile. Tu peux quand même te lancer avec un budget plus limité, avec personne d'autre que toi-même, puis faire quelque chose quand même. Et c'est toi qui fais les illustrations aussi? Oui. Parce que souvent, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur et il y a quelqu'un qui fait les illustrations. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment ton projet de A à Z. Oui. Wow! Oui, c'est ça, j'aime vraiment écrire puis j'aime vraiment dessiner en même temps, fait que c'est la combinaison idéale. C'est génial. Puis, il y a deux projets qui sont peut-être un peu plus jeunesse. La zone de l'amitié, qui celui-là est plus ado. Oui, ado-adulte, je dirais. Parfait. Puis, Mina la Brave. Celui-là aussi, c'est vraiment mignon. Moi, je pensais que c'était pour aux alentours de 8 ans. Tu m'as dit non, même plus jeune que ça, parce que c'est une jeune héroïne. Ce qu'on ne retrouve pas beaucoup, même encore en 2024-2025, là, une jeune fille qui est plutôt aventurière. Souvent, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est plus des garçons. Oui, c'est ça. Je trouve que les stéréotypes de genre, ça commence vraiment jeune. C'est vrai. Puis que trop souvent, très, très jeunes, les enfants vont associer les petits garçons à partir à l'aventure, à être courageux puis débrouillards. Puis je pense que c'est important que les petits garçons et les petites filles soient au courant que ces qualités-là n'ont pas de genre puis peuvent appartenir aux petites filles aussi. Puis ça peut autant être pour un garçon que pour une fille. Dans le sens que même les petits garçons peuvent lire ça. Je la trouvais vraiment magnifique. Les images sont super belles. Puis je trouvais ça inspirant parce que c'est des différentes aventures qu'elle vit. Elle rencontre des animaux dans la forêt, entre autres. Fait que c'est vraiment bien imagé. Puis c'est vraiment quelque chose qui est à la hauteur des jeunes enfants. Donc, honnêtement, allez voir sur les différentes plateformes, différents réseaux sociaux ou encore particulièrement chez les maisons d'édition où on peut retrouver tes livres, tes BD. Si on revient à La Papillonnie, parce que ça, c'est ton dernier projet. Les images sont quand même particulières. Je me demandais
comment tu t'étais organisée pour créer ce monde-là, particulièrement la papillonnie, un monde qui est très d'actualité, très thématique, politique, mais en même temps qui est futuristique? Papillonnie, c'est un projet qu'on a réalisé à deux, Dwayne Mittel et moi. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on a construit un peu au fil du temps, là. En fait, on est un couple aussi. Donc, ça a commencé d'histoires qu'on se racontait, puis c'est ça qu'on a commencé à le développer. Les gens ne mangent que des tomates. Ça a commencé comment? Ben c'est ça, en fait, c'était un peu une blague. On s'imaginait, ça serait quoi un monde où les gens se nourrissent exclusivement de tomates? Puis c'était un peu une blague pour commencer de se dire, ah, ben il y aurait tout le temps mal au ventre, là, c'est tellement acide, les tomates. Mais ils continueraient malgré tout parce que dans leur pays, c'est juste ça qu'il y a de disponible. Ils sont obligés de manger des tomates. Il y a même un quota. Ils doivent boire 3 litres de jus de tomate par jour. Dieu, OK. Puis là, de cette blague absurde-là, ben, il y a vraiment un univers qui s'est développé, un monde totalitaire, mais complètement insensé, où les dirigeants politiques, ben, c'est des monarques. C'est-à-dire, c'est vraiment des papillons. Fait qu'encore là, c'était un peu... toutes des choses qui sont parties un peu à la blague, mais peu à peu, ça a construit un univers c'est ça. qui, je pense, amène une bonne réflexion sur ce genre de gouvernement-là, dans le sens que, oui, c'est absurde, mais des fois, les règles puis les lois qu'il va y avoir dans certains régimes totalitaires sont tout aussi absurdes. C'est juste qu'on s'est tellement habitué qu'on ne voit plus l'absurdité des choses, mais... Puis des fois, l'extrême est parfois même très près de la réalité, là, de oui. ce qu'on vit en plus actuellement, c'est ce qu'on se disait. Il y a quand même des éléments que tu es allé chercher, si on veut, de voyages que tu as fait. Puis j'aimerais ça que tu me parles de voyages que tu as fait en Asie. Je suis allée beaucoup en Asie faire des résidences artistiques. Au début, c'était même avant que je sois comme officiellement BDiste. Oui. La première résidence artistique que j'ai faite, je faisais de la peinture puis de la sculpture surtout. Mais c'est justement ces voyages-là, ça m'a aidé à me trouver plus, à voir vraiment qu'est-ce que je voulais faire puis où je voulais mettre mon temps. Puis, en même temps, il y a tout un univers, tu sais, autant sur le plan esthétique, architectural, tout ça, c'est très différent d'ici. Mais il y a aussi, sur le plan des mentalités, c'est très différent aussi. Puis ça, je sais pas, ça m'a ouvert l'esprit puis inspiré vraiment beaucoup, là. Tu me disais aussi qu'il y a les dessins par rapport aux divinités qui t'avaient profondément accroché, si on veut. Oui. Ben dans le fond, c'est ça. En Inde, tu sais, c'est un pays majoritairement hindou. Puis c'est une religion qui a vraiment beaucoup de divinités dedans. Fait que même pour des enfants hindous, ça peut être difficile des fois de s'y retrouver. Donc, ils ont des petites bandes dessinées qui coûtent à peu près $1. C'est des BD couleurs de 50 pages qui va expliquer différentes aventures que les différentes divinités vivent. Puis moi, j'ai adoré ces BD-là. Là. Je les ai dévorés, je les collectionne. Parce que, justement, ça m'a rendu beaucoup plus accessible à un monde qui, sinon, était très difficile pour moi de comprendre. Puis après ça, ben, j'ai trouvé ça tellement riche, tellement inspirant, toutes ces histoires-là de divinité, que je les ai beaucoup intégrées dans Quenzur, en fait. Ah, je trouve ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça le fun aussi que, dans le fond, il y a plusieurs expériences, autant académiques que les voyages qui ont formé, évidemment, la personnalité que tu as, mais ce que tu crées. Puis je trouve ça le fun que tu t'ouvres autant à plein de choses, puis à plein de styles aussi. C'est ce que je trouve qui donne une richesse. Ce projet-là aussi, je le trouve vraiment super sympathique. L'Association québécoise des organismes de coopération internationale, c'est eux qui t'ont contacté pour ce petit document-là? Oui. Ben, dans le fond, ils avaient fait un appel de projet. Puis après ça, ils m'ont contacté parce que cette BD-là, ça parle de Vandana Shiva, qui est une militante pour la souveraineté alimentaire qui est d'origine indienne. Donc, comme ils savaient que j'avais tout un parcours avec l'Inde un peu, ils m'ont contacté pour ça. Puis finalement, en faisant mes recherches pour mieux parler d'elle, ben, j'ai réalisé qu'elle avait grandi dans une région où j'ai vraiment beaucoup été. J'ai travaillé là pour des résidences artistiques. Donc, c'était vraiment une coïncidence vraiment tripante. Ben oui, je comprends. Hey, merci beaucoup, Val-Bleu. Je vais rappeler aux gens, allez faire un petit tour, entre autres, sur la maison d'édition Mécanique Générale. Vous allez retrouver donc les 2 derniers projets de Val-Bleu. Oui, ou sur le libraire, sinon. Oui, absolument. C'est vrai, parce qu'on peut retrouver ça dans n'importe quelle librairie. Oui. Génial. Hey, merci encore une fois, Val-Bleu. Nous, on va faire une courte pause, puis on vous revient tout de suite après avec plein de projets culturels.
La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Le théâtre Alphonse Desjardins a été le théâtre, il va sans dire, d'une résidence d'artistes incroyable l'année dernière en recevant le groupe Oui Merci. Mais ce n'étaient pas les seuls à recevoir des résidences d'artistes comme ça. Plusieurs autres diffuseurs à travers le Québec, sur le long du fleuve Saint-Laurent, se sont associés pour le projet Saint-Laurent. Le projet Saint-Laurent, en fait, c'est une initiative qu'on a créée pour aider des artistes émergents à se faire connaître, à aller à la rencontre de nouveaux publics. Donc, c'était l'intention première. Pourquoi ça s'appelle Projet Saint-Laurent? L'idée, c'est de faire un lien avec le fleuve, d'avoir ce lien-là, je vais dire, qui est unique, qui est symbolique, qui unit les communautés. Donc, on avait envie, nous, de travailler avec d'autres salles de spectacle, d'autres diffuseurs, des festivals qui sont bien établis pour permettre à des artistes, oui, de faire des résidences de création, mais ensuite de partir en tournée. Donc, on a travaillé avec la salle de spectacle à Bécomo, à Saint-Fabien, avec le Festival en chanson de Petite-Vallée en Gaspésie, puis avec le Théâtre du Petit Champlain à Québec. Donc, c'est les partenaires principaux du projet. Et chacun choisissait un artiste qui l'accueillait en résidence de création. La résidence de création, c'est vraiment là pour offrir, pendant une période donnée à un artiste, un soutien technique pour lui permettre de travailler son spectacle. Donc, de donner des belles conditions pour que l'artiste puisse gagner en aisance sur scène, puisse aller vraiment à la rencontre de d'autres publics, créer des liens avec l'industrie musicale. Fait que c'était ça l'intention du projet Saint-Laurent. C'est coûteux faire des résidences de création, avoir accès à ces équipements-là. Donc, c'est pour ça que nous, c'est le soutien premier qu'on peut faire. C'est important pour nous de leur donner cet accès-là, de leur donner des infrastructures. Pour un diffuseur, ça fait partie de notre mission de faire découvrir des nouveaux talents, de les intégrer dans notre programmation artistique. Puis pour un artiste émergent, c'est tout un défi d'aller à la rencontre de nouveaux publics, de se professionnaliser aussi. Ce chemin-là se fait en faisant des spectacles, en allant à la rencontre des publics. Donc, pour nous, c'est important d'abord d'offrir nos lieux, des ressources spécialisées, puis ensuite un public qui est présent, qui est curieux, qui a envie d'aller à la découverte de nouveaux talents. Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. Ce soir, on a un spectacle au théâtre Alphonse Desjardins. C'est un spectacle qui est particulier parce qu'il découle d'une résidence d'artistes. Est-ce que tu peux me dire un petit peu la démarche, ce qui s'est passé pour cette résidence-là? Ben, en fait, cette résidence, en fait, on l'avait faite là 1 an à Bécomo. On l'avait faite avec Olivier Laroche qui fait Pipe Mon Show. C'est vraiment cool parce que ça fait quand même depuis 16 ans que je fais une carrière en musique. Depuis mes 16 ans. Fait que, j'avais jamais travaillé un metteur en scène, fait que j'étais comme très, très excité au début. J'étais anxieux quand même aussi, C'est quoi que ça va se passer? Est-ce que ça va être dénaturé? Ben, ça a été vraiment cool, Olivier, il est vraiment un bon gars, puis, en fait, il nous présentait des idées, c'est sûr que, en entendant mes chansons au studio, c'était comme déjà de même dans ma tête. Fait que là, on a changé quelques petites affaires, fait que non, c'était vraiment cool. On dit de toi que tu es le Slash de la guitare, le Slash Atikamekw, mais vraiment un jeu de guitare incroyable, des solos de guitare incroyables. C'est ton instrument, on dirait qu'il fait partie de toi quand tu joues. Pour t'avoir vu, c'est incroyable. Et comment tu abordes la musique, comment tu abordes la composition avec cet instrument-là? Ah ben merci beaucoup, c'est très apprécié. Ben en fait, la guitare, ben en fait la musique, en fait je pense beaucoup ces derniers temps comment que la musique est rentrée dans ma vie. Fait que j'ai écouté Le Roi Lion, la musique là-dedans, je l'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé Guns N' Roses, Slash. Puis j'ai beaucoup aimé des tunes de Star Wars.
Tu sais, en fait, j'ai tout le temps eu cette petite sensibilité-là dans la musique. Je voyais tout le temps la musique comme une image. Puis, tu sais, en fait, des fois, je joue des accords à la maison, peu importe où est-ce que je suis, tu sais, mettons à Koujouak, au Maroc. Tu sais, je vais jouer des accords. Fait que, tu sais, je vois déjà cette image-là dans ma tête. Fait que là, tu sais, j'écris beaucoup dans une journal. Fait que j'essaie de fitter qu'est-ce que je vois dans ma tête avec qu'est-ce que j'écris, tu sais. Je me donne pas de limite quand je suis sur le stage. Je suis comme vraiment dans mon monde, je vois ces images-là, puis si je veux aller là, ben je vais aller là. Si je veux virer à gauche, ben je vais virer à gauche. Puis tu sais, j'ai des bons musiciens sur le stage avec moi, fait que tu sais, c'est vraiment cool qu'ils me suivent dans mes petites folies. Là, tu sais. Quelles sont tes influences? Oh, mais tu sais, la musique de Disney m'a beaucoup influencé, tu sais. Beaucoup de Tarzan quand j'étais jeune, puis beaucoup de Roi Lion, puis beaucoup de Bon Jovi, tu sais. Ah oui, c'est tout pareil. Ouais, absolument, tu sais, c'est tout pareil, tu sais. Mais tu sais, des fois, quand je joue mon playlist sur mon Spotify, tu sais, ça va être tellement gros comme playlist. Tu sais, je peux aller de jazz à metal, tu sais, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'étais tout le temps de même, tu sais. J'écoutais beaucoup de tout, mais il y a beaucoup de la musique des années 80 que j'ai beaucoup écouté grâce à ma mère. Ben, tu sais, il y a aussi, moi, en tant que guitariste dans des projets comme dans Batten, ben, tu sais, mon père, il aimait beaucoup les chansons en Innu. Fait que, tu sais, je me suis baigné beaucoup là-dedans, tu sais. Donc, il y a quand même aussi une influence de ce côté-là. Absolument. Absolument, ça, j'y crois. Puis c'est un très très grand compositeur qui l'a écrit de ma communauté. Un autre Atikamekw. Il s'appelle Paco. Ça s'appelle Eodakshik, qui veut dire le soir dans l'Atikamekw. Eodakshik, kwetwi tuden. Eodakshik, kwetwi tuden. On ne manque pas d'artistes émergents qui ont besoin d'avoir cette visibilité-là, de se faire connaître. Ils font tellement de la bonne musique, du bon travail que c'est nécessaire et important qu'on soit là. Merci d'être là avec moi ce soir. Parle-moi un peu de la résidence. Comment ça s'est passé? C'était vraiment une cool résidence de mise en scène à Petite-Vallée. Moi, j'avoue que je focus beaucoup sur la musique, les textes, mais sur scène, j'ai un petit peu plus de misère à savoir comment prendre l'espace. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une chance inouïe de pouvoir avoir accès à un metteur en scène de mon choix pour pouvoir préparer un spectacle qui était un peu plus visuellement intéressant. Un spectacle que tu vas, après ça, pouvoir partir en tournée avec. Oui, exact. Là, ça nous donnait accès aussi à 4 spectacles, dont celui-ci, à travers le Québec. Puis aussi, on va pouvoir continuer d'amener ce spectacle-là sur les routes. Depuis le début de ma carrière, en fait, j'essaie d'être accompagnée par des femmes sur la scène parce qu'on est un peu moins représentés, puis je veux montrer qu'on est là puis qu'on est capable. Oui, effectivement. Tu as une carrière qui est là depuis quand même un bout de temps. Ouais. Il y en a certains qui vont peut-être te reconnaître. Tu as fait la voix Ouais. au Québec et en France, attention. Mais ça fait quand même un petit moment que tu roules ta bosse, malgré que tu es toute jeune. On essaye, là. Ben, écoute, ouais, ça fait plus de 10 ans que je fais ça de manière professionnelle, là. Ma première apparition à la voix, justement, c'était en 2014, fait que ça commence à faire un petit bout de temps, mais j'ai eu la chance de parcourir le monde avec ma petite guitare depuis, là.
Oui, c'est ça, mais je voulais t'en parler un peu parce que là, la résidence d'artiste à Petite-Vallée, il y a des spectacles qui sont faits au Québec, mais tu te promènes vraiment à travers le monde avec ta musique. Ouais. Et est-ce que tu reviens toujours vers ici? Est-ce que tu as un port d'attache qui est plus particulier? Est-ce que tu as un endroit qui est plus inspirant? Ben, c'est sûr que le Québec, c'est chez moi, là. Ma famille, mes amis, mon chat sont tous ici. Fait que c'est sûr que c'est mon pied d'ancrage. Mais je suis une grande voyageuse. Mon cœur est au voyage, donc j'aime toujours ça, pouvoir m'inspirer des autres cultures. Puis même, je fais beaucoup de musique de rue aussi. Donc, juste comme faire de la musique sans pression, dans la simplicité la plus totale, juste pour pouvoir essayer de semer des graines un petit peu partout. Puis éventuellement, j'aimerais ça continuer de faire de la musique à travers le monde. Mon but, c'est de réussir au Québec, bien sûr, mais j'aimerais ça pas juste rester au Québec puis pouvoir en faire partout. Quand tu prends ta guitare, quand tu te mets à composer, qu'est-ce qui te vient naturellement? Bien, c'est un processus assez instinctif. Justement, je prends ma guitare puis j'essaie de me laisser guider par les émotions. C'est bien rare que je m'assieds en me disant, là, je vais écrire une chanson. Ça va être souvent que je vais être assise puis il va y avoir une petite mélodie ou une phrase qui me tourne en boucle puis je vais essayer de mijoter là-dessus puis de tirer mes idées. Mais j'aime aussi faire de la production, fait que souvent, quand mes chansons sont épurées en guitare-voix, j'adore m'asseoir sur mon ordi puis comme composer l'enrobage de la chanson. Faire de la prod, c'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Je préfère de loin prier en secret, illumine le son sans même le faire exprès. Dans la nuit qui tombe, le malheur disparaît, on peut compter sur toi. C'est un projet extraordinaire. Je souhaite à ce projet-là beaucoup d'autres années, beaucoup d'artistes pour faire vivre ça. Et évidemment, on invite les gens à venir au moins au mois d'avril parce que malheureusement, ils auront manqué le spectacle de ce soir, mais au mois d'avril, ils peuvent se reprendre. Et on pourra revoir dans la saison 2025-2026 5 autres productions, d'autres spectacles qui seront dans cette édition 2 du projet Saint-Laurent. Une nouvelle saison amène de nouvelles expositions dans les musées. Le Musée d'art de Joliette vient tout juste de présenter les œuvres qui seront exposées tout au long de la saison hivernale. De plus, ce sont 2 artistes de la région qui ont leur place sur les murs du musée. Alors, on ouvre notre saison hiver-printemps avec 2 femmes de la région, 2 femmes artistes, Jannick Deslauriers et Rosalie Dumont-Gagné. Il s'agit de 2 expositions qui sont solo. Donc, du côté de Jannick, l'exposition s'intitule Seuil. Elle est commissariée par Maëlie Leblanc-Carreau, ici, du Musée d'art de Joliette, mais aussi de Gabrielle Bouchard, qui, elle, est directrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, le musée a donc fait une collaboration pour permettre, en fait, la tenue de cette exposition. Jannick nous propose une installation dans la salle BI, ici, du musée. Et l'exposition se déploie vraiment d'un mur à l'autre et on peut y pénétrer comme visiteur. Elle a reproduit, en fait, son appartement qu'elle a cousu dans un matériau un peu plastifié, translucide, avec certains des objets où on peut retrouver finalement tous les objets qui conduisent l'eau. Donc, un peu comme les calorifères là, à l'eau, on a des lavabos, l'évier, jusqu'à la toilette. Il y a une fontaine qui a été ajoutée sur la terrasse. Donc, on peut déambuler dans cet environnement-là. Et c'est un environnement qui nous questionne, en fait, sur la notion des parois, des limites, de l'ambiguïté un petit peu, d'où le titre Seuil. Et il y a un esprit qui s'en dégage qui est un peu médical. Donc, l'idée du conduit des liquides avec disons, des mobiliers en métal brut qui nous attirent l'œil par la finesse du travail, mais en même temps qui nous rebutent par l'aspect un peu violent de la chose. Donc, c'est quelque chose à vivre.
De l'autre côté, on a une deuxième exposition, Rosalie Dumont-Gagné, qui, elle, enseigne au cégep ici de la Naudière, là, juste en face du musée depuis une quinzaine d'années. Et Rosalie, donc, a eu une exposition personnelle au Neuberger Museum of Art dans l'État de New York, où Patrice Giasson, le commissaire, a pris le temps de revisiter toute la pratique de Rosalie, lui a fait sortir des œuvres de début de carrière alors qu'elle était étudiante au Mexique où elle a appris à souffler le verre. Et son exposition, donc, mêle ou vient faire se marier des techniques ancestrales comme le verre soufflé et la technologie. Dans les verres soufflés, elle va faire des mixtures, d'où l'alchimiste, qui, ces mixtures-là, vont avoir des couleurs de fluides qu'on pourrait retrouver dans le corps humain, donc des différents jaunes pâles jusqu'au rouge plus foncé. Et il y a des systèmes qui semblent être un peu des systèmes d'irrigation qui vont lier ces lieux. Donc, les pièces de verre deviennent un peu comme les organes vitaux, un peu comme des viscères, ça peut nous rappeler le cas, mais toujours dans un lien très poétique où le souffle, finalement, qui représente la vie, nous porte d'une pièce à l'autre. Cette pièce-là s'appelle Règne artificiel 4. Elle a déjà été présentée au Grand Théâtre à Québec, entre autres, et c'est une pièce qui est faite avec, on pourrait dire, des matériaux pauvres, c'est-à-dire un genre de cellophane plastique dans lequel il y a une soufflerie et une petite diode lumineuse. Et donc, les pièces sont placées aussi selon une programmation pour réagir au mouvement. Donc, quand le public s'approche de l'œuvre, l'œuvre réagit. D'où l'espèce d'effet de la méduse. Donc, la créature s'ouvre et semble réagir à notre passage. C'est une pièce vraiment spectaculaire qui a été difficile à installer et on est vraiment fiers de la présenter. Ça donne des ailes de voir des gens d'ici qui réussissent bien, qui ont des carrières prolifiques. Donc, conférences d'artistes dans les deux cas. Et il y aura aussi des visites commentées, des ateliers aussi créatifs si vous venez en famille. Amoureux de Joe Dassin, le chanteur et musicien, Clément Courtois vous prépare une soirée avec les plus grands classiques de ce chanteur français qui a su charmer le cœur de toute une génération. Le spectacle aura lieu au Jardin des Noix à Saint-Ambroise-de-Kildare. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Les Heures Lanaudière. Pour ne rien manquer de notre programmation, direction tvrm.ca ou sur YouTube à tvrm.tv. Et si vous voulez être les premiers à connaître nos dernières nouvelles, inscrivez-vous à notre infolettre. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de découvertes culturelles. Passez une excellente semaine.